Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo version 3. Oui, parce que c'est la troisième fois que je refais cette vidéo parce que l'actualité est ce qu'elle est, c'est que ça va très très vite. Alors, le choix du titre de ces vidéos, je voulais soit mettre « Choisissez votre camp » ou « Guerre civilisationnelle ». Et finalement, je pense que je vais mettre « Guerre civilisationnelle ». Parce que force est de constater qu'il y a certains champs narratifs qui tente à démontrer qu'on essaye ou qu'on veut absolument que cette fois-ci vous preniez position. C'est-à-dire pas de demi-mesure, pas de raison gardée, pas de neutralité, pas de consensus, pas de complaisance. Vous devez choisir votre camp. C'est soit vous êtes pour la Palestine, pour les Palestiniens, soit vous êtes pour Israël, vous êtes pour le peuple juif. Et de fait, écoutez, je pense que toutes les conséquences s'offrent à votre regard, à votre intelligence, à votre constat. Et ce que je viens de vous dire là, finalement, quand vous faites la comparaison avec ce qu'on est en train de voir, on est en train de lire, on est en train d'entendre, force est de constater que finalement, vous êtes en train de vous dire « Ah ouais, peut-être que là, on est en face d'une situation où pour atteindre ou obtenir un but, ils ont nécessairement besoin de faire en sorte que vous preniez parti obligatoirement. » Donc, ce qui veut dire que vous n'avez plus l'opportunité de dire oui, mais l'armée israélienne a commis des exactions, a commis des crimes tout aussi barbares que ce que l'on accuse aujourd'hui le Hamas d'avoir commis. Sauf que là, j'ai envie de dire, tout est une question de proportion. Alors oui, de chaque parti, vous avez, je pense ne pas me tromper, une majorité de gens qui souhaitent la paix, qui souhaitent qu'on arrête les conneries, qu'on arrête la surenchère. Malheureusement, cette majorité de gens sont plus ou moins soumis par d'autres gens qui, eux, par contre, ont des leviers, ont des commandes, ont des pouvoirs, mais qui, eux, n'ont absolument pas l'intention de cesser les conneries, de faire la paix, de donner une reconnaissance à un État palestinien autonome, libre, souverain. Et derrière ces gens-là, j'ai envie de dire, on peut en effet aborder un sujet qui est extrêmement tabou. Et d'ailleurs, vous remarquerez que c'est quelque chose dont on ne parle pas et dont on ne dit mot sur les plateaux télé, même chez les experts les plus émérites. C'est le fait que derrière cette volonté de faire disparaître la Palestine, d'englober la Palestine, c'est du sionisme. Ce fameux sionisme. Ce sionisme très, très tabou. Et du coup, sur les plateaux télé, sur les radios, comme sur Internet, on a des discours où finalement, plus ça va, plus ce que je vous disais au début de vidéo vous semble un petit peu évident. C'est qu'aujourd'hui, on va vous demander de prendre parti. Alors, prendre parti, il y a tellement de choses à prendre en considération. Alors, le fait que, en effet, d'un côté, vous avez les Palestiniens. Les Palestiniens qui sont un peuple dont certains pensent qu'ils étaient dans un pays, alors qu'en réalité, la Palestine a commencé à avoir véritablement une existence quasiment en même temps que la création d'Israël. Mais avant ça, c'était une terre possédée par des royaumes, par des califats, jusqu'à ce qu'arrive la colonisation, l'administration britannique. Depuis 1947, l'avènement de l'État d'Israël, on a fait des tentatives d'administration, des tentatives de souveraineté, etc. Et je vais revenir un petit peu plus loin, vous allez voir, pareil,
c'est le genre d'information que c'est marrant, je n'ai pas du tout entendu parler, ou alors très très peu sur des plateaux télé. Et du coup, il y a quand même aussi une situation, c'est que l'arrivée et la création de l'État d'Israël arrive dans une époque, arrive dans un temps où malheureusement, heureusement peut-être pour certains, il y a une forme de culpabilité de la part de l'Occident vis-à-vis du peuple juif. Évidemment, je veux parler de la Shoah. Cette fameuse Shoah, ce fameux génocide nazi contre le peuple juif et plus particulièrement le peuple juif européen, qui a fait que ça a donné un argument de poids au peuple juif de dire attention, on sait que vous saviez, on sait que vous n'avez pas fait grand-chose, on sait que vous avez joué les étonnés, alors qu'en réalité, Washington, Londres, savaient que la solution finale était en cours. Donc, nous, on décide aujourd'hui de créer notre propre État. Donc, soit vous êtes avec nous, ou soit vous êtes contre nous. Bon, après, la suite, on la connaît. Et du coup, ceux qui, évidemment, ont perdu énormément dans cette aventure, c'est le peuple palestinien. Puisque le peuple palestinien s'est retrouvé, évidemment, avec un antagonisme historico-religieux, on va dire, surtout lorsque le religieux est tenu par du radicalisme, qui est profondément dans le précepte même de ce que le Coran, en règle générale, dicte, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas musulman est hérétique, tout ce qui n'est pas musulman est forcément l'ennemi de l'islam, et que par conséquent, si on reconnaît Jésus comme prophète ou élu, je ne sais plus le terme exact, le fait est, c'est que l'islam rigoriste, lui, impose l'idée que soit vous êtes musulman, soit vous vous convertissez à l'islam, soit vous êtes un hérétique, vous êtes un impie, vous êtes un chien. Donc tant qu'il y a des gens qui militent, tant qu'il y a des gens qui agissent, tant qu'il y a des gens qui ont une existence avec cette idée, vous comprendrez que c'est indémerdable. Sans compter au-delà de l'aspect politique ou géopolitique de la Palestine, qui doit être un État reconnu, souverain, etc. Sauf que le problème, c'est qu'au sein de la Palestine, vous avez des groupes qui, eux, veulent la destruction d'Israël. Donc, Israël se met dans une position de s'assurer sa propre sécurité, aussi bien sur son territoire que sur une domination, une hégémonie sur les territoires palestiniens. Donc voilà en gros, après je ne vais pas aller dans le détail. Sans compter à l'échelle internationale, évidemment, la guerre qui est menée par des groupes islamiques contre les représentations, contre les intérêts juifs. Sauf que, évidemment, si on prend en compte que la communauté internationale a plus souvent été du côté d'Israël plutôt que du côté palestinien, vous comprendrez que dans certains pays où la présence islamique, la culture islamique est omniprésente, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que comment des peuples musulmans peuvent se reconnaître dans l'universalisme de l'ONU. Ils ne s'y reconnaissent pas puisque l'Occident, les Occidentaux, les Américains, les Européens sont le plus souvent du côté d'Israël plutôt que du côté palestinien. Même si au sein de l'Europe, vous avez des associations, vous avez des groupes, vous avez des partis politiques qui soutiennent l'idée de protéger le peuple palestinien, de réclamer une indépendance, de réclamer une souveraineté palestinienne. C'est tout l'intérêt de la démocratie, c'est tout l'intérêt de la liberté d'opinion et d'expression. Et, j'ai envie de dire, si l'on veut la paix dans cette région, il faut admettre l'idée de deux États qui cohabitent sur une même terre. Enfin, une terre partagée, mais une même terre. Et là, c'est là qu'on se dit, mais pourquoi la communauté internationale n'impose pas, comme elle l'a fait
avec la Corée, comme elle l'a fait avec Chypre, comme elle l'a fait dans certains endroits où on a tiré une frontière et puis toi c'est de ce côté-là, toi c'est de ce côté-là. On a même été jusqu'à pousser la reconnaissance et la création d'États, comme le Kosovo par exemple. Mais on ne le fait pas en terre de Palestine, on ne le fait pas avec l'État d'Israël. Pourquoi ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a un arriéré, parce qu'il y a une sorte de culture, du sentiment de culpabilité par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Et de ce fait, eh bien, malheureusement, personne n'osera officiellement lancer une procédure pour interférer, pour interagir, pour légiférer sur cette affaire. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que l'ONU, qui protège le principe de la démocratie et de la souveraineté des États, ferait alors de l'interventionnisme au profit d'un tiers. Donc vous voyez déjà là, l'ONU finalement ne sert à rien. Nous avons les LFI, les LFI France Insoumise, qu'elle s'enfonce de plus en plus. Mathilde Panot, qui a réaffirmé qu'elle ne bougeait, que le LFI ne bougeait pas d'un iota sa position, et qu'elle déclare que le Hamas est une branche armée dont elle condamne les crimes de guerre, mais quand on leur dit mais est-ce que c'est un acte, est-ce que c'est des actes terroristes, etc. Voilà, on joue avec de la sémantique. Sauf que le problème, c'est que les LFI, cette sémantique, ça va leur coûter très cher. Car je pense que d'ici quelques semaines ou quelques mois, la NUPES va exploser. Le Parti socialiste, qui lui aussi est un petit peu mis sur le banc des accusés par les soutiens et les supports d'Israël, je pense que les Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste et le Parti socialiste, en revanche, je ne suis pas certain qu'ils vont pouvoir continuer à agir en collaboration au sein de la NUPES avec les Insoumis qui, très clairement, eux, défendent une position. Alors, ce n'est pas une position, on va dire, radicale, dans le sens où ils sont définitivement du côté des Palestiniens, mais il semblerait que leur idéologie, comme je vous l'ai dit, étant très clientéliste en France sur un électorat musulman, ne peut absolument pas prendre position à contrarie. Elle ne peut qu'en effet condamner l'acte en lui-même commis par un groupe, mais un groupe dont elle donne une reconnaissance. Et c'est de là que je voudrais en venir à quelque chose, à ce petit détail dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je n'ai ni entendu ni vu, ou très rarement sur les plateaux télé. Est-ce que le Hamas est-il représentatif du peuple palestinien ? Eh bien, actuellement, vous avez des gens qui vous disent non. Le Hamas est un groupe terroriste qui agit selon un principe et des idées, selon une politique, etc., mais qui ne représente pas le peuple palestinien. Donc on victimise évidemment le peuple palestinien. Sauf que ceux qui défendent la démocratie, alors expliquez-moi une chose. En 2006, vous avez eu des élections, puisque la Palestine essaie de se démocratiser, essaie de s'institutionnaliser. Et dans les années 2000, on a instauré un parlement, une sorte de parlement, de conseil palestinien. Et on a organisé des élections, en 2006. Et durant ces élections, le Fatah, qui était le parti de Abbas, le président, président ou directeur président de la Palestine, c'est le Hamas qui l'a emporté. C'est le Hamas qui a obtenu la majorité des voix. Donc ça veut dire que sur 71% de participation, donc 71%, c'est pas 40%, 71% de participation, en 2006, le Hamas, le peuple palestinien, l'a choisi comme étant parti majoritaire au Parlement palestinien. Donc si je me réfère au principe démocratique du Parlement,
Lorsqu'un parti est majoritaire, ça veut dire qu'il est représentatif d'une décision du peuple dans un processus démocratique. Alors évidemment, j'entends bien la victimisation du peuple palestinien, les civils, etc. Oui, mais malheureusement, quand vous déclenchez une guerre, je pense que si vous voulez sauver votre peau, vous ne restez pas. Vous essayez de vous sauver, vous essayez de vous... Comme ce que les Français ont fait lorsque les Allemands ont progressé en France. C'est-à-dire pour éviter les balles perdues, pour éviter les bombardements, on fuit. Évidemment, il y en a certains qui ont dit oui, mais les Palestiniens ne peuvent pas sortir de la bande de Gaza parce que la bande de... Vous savez, quand vous voulez, vous pouvez. Je dirais même qu'il y a des associations, il y a des groupes certainement occidentaux qui sont prêts à aider les Palestiniens à se sortir de la bande de Gaza. Parce que la bande de Gaza, soyons clairs, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, moi je pense qu'à mon avis, Netanyahou va profiter de la situation pour liquider la bande de Gaza. Et d'ailleurs, je reviens à cette fameuse question qui dit mais comment se fait-il que le Mossad ou Tsahal n'était pas préparé? Eh bien aujourd'hui on a la réponse. Alain Bauer sur LCI qui nous a bien précisé que de par ses connaissances, il sait pertinemment que le Mossad était au courant. Et que ça fait depuis plusieurs mois même qu'un ancien directeur du Mossad a alerté que quelque chose se préparait. Donc quand vous avez une institution telle que le Mossad, qui n'est pas n'importe laquelle, qui est quand même une des agences de sécurité et de renseignement les plus importantes au monde, les plus efficaces au monde, parce que justement, de par son appartenance, ont une certaine légitimité parfois à faire ce que d'autres pourraient considérer qu'il soit proscrit de pratiquer. Donc, forcément, ils avaient des informations. Ils avaient des informations comme quoi il se préparait quelque chose, comme quoi il allait se passer quelque chose. Mais, que s'est-il passé? Alain Bauer lui-même n'ose pas trop s'aventurer dans des prédictions ou dans des constats. Le constat de fait, c'est que l'information est-elle remontée à l'autorité israélienne? Dans ce cas-là, l'autorité israélienne n'a pas décidé d'agir. Et si elle n'a pas décidé d'agir, c'est parce que peut-être elle espérait que cet événement arrive pour pouvoir ensuite légitimer auprès du peuple israélien, légitimer aux yeux de la communauté internationale, eh bien l'action qu'ils vont décider de faire. Et comme je vous le dis, pour moi, ils vont certainement faire en sorte de liquider la bande de Gaza. Liquider la bande de Gaza, ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh bien, tout simplement annexer la bande de Gaza au territoire israélien. Ce qui veut dire que, évidemment, ils feront ce qu'ils veulent de tous les musulmans, de tous les Palestiniens qui seront encore dans cette bande, tout comme le statut un petit peu bizarre ou que peuvent avoir des musulmans, des Israéliens musulmans, puisqu'ils existent, hein. Vous avez des Israéliens arabes musulmans qui ont la nationalité israélienne, mais qui sont musulmans. Voilà, donc si même Bauer a du mal à essayer de définir où ça a merdé, pour lui, très clair, il y avait l'information, ils avaient l'information, mais l'information n'a pas été utilisée, elle n'a pas été saisie, elle n'a pas été prise au sérieux par des politiciens, ou peut-être au sein même du Mossad, peut-être que le Mossad est victime, tout comme en France, nos organismes, nos systèmes, nos services sont victimes, c'est-à-dire d'arrivisme, d'ambition, de carriéristes, qui finalement ont mis de côté cette information parce que peut-être pas suffisamment crédible, pas suffisamment fournie pour la prendre au sérieux. Le fait est, c'est que
les Américains, eux, devaient certainement eux aussi le savoir. Puisque, on le sait, il y a une coopération très étroite entre le Mossad et les services secrets et les services d'information américains. Donc, si vous voulez, j'ai envie de dire, il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche avec certainement une ambition qui est tirée de la situation qui finalement a été bien plus catastrophique que peut-être il l'espérait. Parce que si aujourd'hui certaines personnes parlent d'un 11 septembre israélien ou d'un Pearl Harbor israélien, c'est pas totalement faux. Je rappelle, à l'heure actuelle, nous sommes à 900 morts, plusieurs milliers de blessés. On a la certitude que de toute façon, parmi les otages, certains sont déjà morts. Mais là où ça tranche, c'est que même si on peut accuser Israël par l'armée de Tsahal d'avoir tué des Palestiniens, arbitrairement, gratuitement, en proportion de ce que le Hamas vient de commettre, vient de faire. Quand vous faites une guerre, vous essayez au mieux d'épargner les civils. Or là, le Hamas s'est très clairement acharné sur des civils. Ce qui donne l'aspect donc de terrorisme, mais aussi de barbarie de l'action. Et ce qui pose une ambiguïté, parce que tous ceux qui soutiennent la Palestine aujourd'hui essaient de se dépatouiller en disant « oui, mais le Hamas, ce n'est pas la Palestine ». Or, je viens de vous l'expliquer, et vous pouvez le vérifier sur Internet. Le Hamas a bien été élu par le peuple palestinien comme premier parti au Parlement palestinien. Et que si on respecte le processus démocratique, quand un peuple met en évidence, met en tête un parti politique, dans ce cas-là, la logique veut que le parti politique soit représentatif de l'opinion d'une majorité de Français. La NUPES, qui se dit premier mouvement représentatif d'opposition, se positionne dans ce statut parce que a le bénéfice d'avoir été élu et le bénéfice du nombre de voix d'électeurs. Et donc, légitimement, on a le droit de dire la NUPES, l'ensemble des partis de la NUPES sont la représentation, première opposition, élue par les Français. Donc, nous sommes représentatifs d'une partie des Français. Eh bien, excusez-moi du peu, mais est-ce que l'on peut exactement appliquer le même raisonnement au Hamas ? Le Hamas élu en 2006 démocratiquement par le peuple palestinien. Alors normalement, il devait y avoir des élections, je crois, en 2012. Sauf qu'évidemment, encore une fois de plus, les événements, la situation, le conflit israélo-palestinien a entravé les processus. Mais les processus existent toujours. Donc, ce qui a été élu en 2006, je pense, a toujours la même légitimité, à ce même niveau. Sauf que ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est passé complètement sous silence dans nos analyses d'experts de plateau. Autre problème qui va s'imposer, c'est les soutiens. Évidemment, en Occident, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis n'ont pas le choix, ils soutiennent rubis sur l'ongle Israël. Non sans parfois aussi essayer de relativiser en disant oui, il va falloir trouver une solution pour résoudre ce conflit, car on ne peut pas non plus négliger le destin, le funeste, qui est celui des Palestiniens. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on n'est pas mieux que ceux qu'on accuse d'être des barbares, si ce n'est de laisser un destin funeste tout un peuple.
Mais le problème, alors, ici aux États-Unis, on n'est pas trop touché, même si on a pu voir, évidemment, dans les villes progressistes, que ce soit Los Angeles, New York, des manifestations de pro-palestiniens. On a même eu un radicaliste religieux en plein Times Square, mais peut-être que ça peut vous choquer, mais ici aux États-Unis, ça ne choque pas, puisque nous avons une liberté d'expression. Nous pouvons exprimer nos idées, même si elles peuvent nous paraître radicales, extrémistes, etc. Mais voilà, ça fait partie de la culture américaine. En revanche, donc comme je vous le disais, aux États-Unis, la communauté musulmane, d'une manière générale, globale, est extrêmement minoritaire. Elle est très marginale. Et encore plus marginale au sein de la communauté musulmane. Quand je dis communauté musulmane, c'est évidemment tous les musulmans, qu'ils soient pakistanais, malaisiens, et y compris issus du Moyen-Orient ou du Maghreb. Concernant Moyen-Orient et Maghreb, ils sont encore plus minoritaires, je vous l'avais dit, essentiellement concentrés dans l'État du Michigan. En revanche, c'est peut-être pas le cas en Europe. Je rappelle, en France, 68 millions d'habitants. On estime que la population musulmane, toute confondue, représente à peu près entre une fourchette de 13-14 millions. Ce qui n'est pas négligeable. Mais, ce qui fait la différence, c'est qu'évidemment, sur ces millions de musulmans, je dis bien tout confondu, c'est-à-dire aussi bien étrangers que français, la grande majorité étant d'origine algérienne. Ensuite, évidemment, on a des Marocains, des Tunisiens, etc. La Tunisie vient de soutenir la Palestine. Qu'est-ce que va faire l'Algérie? Que va faire le Maroc? Parce que la problématique, c'est évidemment que les Palestiniens, ce sont des musulmans sunnites. Donc vous imaginez mal le Maroc, l'Algérie, la Syrie, l'Égypte soutenir Israël. Donc soit ils jouent la neutralité, soit évidemment ils se mettent en soutien de la Palestine. Et donc, si vous parlez d'un soutien de Palestine, comme je vous l'ai dit, le processus démocratique, le Hamas. Ah oui, non mais ça c'est une épine dans le pied. C'est pour ça qu'ils ne vous en parlent pas dans les médias. Et donc, on a déjà vu des manifestations de joie en France, dans certains endroits. Bon, ça reste excessivement marginal pour l'instant. Mais je pense que la majorité de la communauté musulmane en France, aujourd'hui, elle a peur. Elle a peur parce que l'action, l'expression de certaines personnes au sein même de la société française d'un soutien pour la Palestine. Et d'ailleurs, on a vu très rapidement des manifestations ont été organisées à Paris. Vous avez eu une manifestation pro-palestinienne, tout comme vous avez eu une manifestation pro-israélienne. L'importation du conflit israélo-palestinien en France, ça date pas d'hier. Et que, par conséquent, et c'est pour ça qu'au début de ma vidéo, je vous dis, on va vous pousser à prendre parti. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en France, eh bien, le fait de jouer la carte, oui, mais bon, voilà, ok, le Hamas, barbare, attentat terroriste, mais ça ne veut pas dire que, eh bien, malheureusement, cette légitime position mesurée, vous n'aurez pas le droit, vous n'aurez plus le droit de l'avoir. Il vous faudra prendre position. Il vous faudra prendre position parce qu'évidemment, les petits connards qui sont dans la communauté musulmane, qui vont nous préparer des manifestations, qui vont nous préparer des petites missions punitives contre des gens de la communauté juive, vont envenimer la situation et vont attiser les haines. Et c'est la raison pour laquelle
j'ai choisi ce titre de guerre civilisationnelle? Parce que si nous devons prendre parti, est-ce que nous allons prendre parti pour un peuple musulman, qui plus est avec des représentations très discutables, avec une religion qui a certains principes, certaines valeurs qui vont à l'encontre de nos propres valeurs, de nos propres convictions? Que cette communauté musulmane, d'une manière générale, même si nous connaissons tous des musulmans modérés, athées, laïcs, progressistes, malheureusement, même s'ils peuvent être majoritaires, ils seront toujours tributaires du pouvoir, de l'ascendant qu'ont cette minorité de gens prêts à menacer, prêts à agresser, prêts à tuer tous ceux qui s'opposeraient à eux. Il suffit de voir sur les réseaux sociaux les apostats, c'est-à-dire ces anciens musulmans qui se sont convertis à d'autres religions, qui se renient leurs origines musulmanes, mais ils sont tous sous le coup de fatwa. Donc à partir du moment où vous avez un peuple qui dit non consent ou n'ose pas ou n'a pas le courage de lutter contre ceux qui sont en train de leur donner une mauvaise image, une mauvaise réputation, et de l'autre vous avez un peuple, le peuple juif, Israël, qui a grandi, qui a évolué au sein même de nos propres sociétés chrétiennes, catholiques, et donc qui partagent un plus grand nombre de valeurs, de principes. À votre avis, si on vous donnait le choix de soutenir les musulmans plutôt que les juifs, ou les juifs plutôt que les musulmans, lequel vous choisiriez? Je sais, la question est cruelle. Parce que comme je vous l'ai dit, ce qu'on est en train de vivre actuellement va inciter à un moment donné à vous obliger à prendre position, à prendre parti pour l'un ou pour l'autre. La demi-mesure ne sera pas autorisée. Vous serez pour les juifs ou contre les juifs. Vous êtes pour les musulmans ou contre les musulmans. Pas d'autre choix, pas d'autre alternative. C'est ça qui est actuellement en train de s'installer. Vous aurez parfaitement le droit, individuellement, de penser ce que vous voulez, de vous positionner comme vous voulez, mais publiquement, vous serez obligé de prendre position. Et j'ai envie de dire, derrière, évidemment, va se cultiver une sorte de haine. Et comme toute haine qui est cultivée, on va commencer à entendre tout et n'importe quoi et voir faire tout et n'importe quoi. On a vu ce président du Forum pour la paix traiter littéralement n'importe qui, n'importe comment, Le Pen, Zemmour, d'antisémites, parce que le fléau, c'est le terrorisme et l'antisémitisme. Or, le journaliste commence à lui dire, je crois que c'est CNews, lui dit, non, attendez, là, vous êtes hors sujet. Vous êtes en train d'essayer d'intégrer l'antisémitisme dans l'équation, alors que ce n'est pas l'équation dont on est en train de parler. Donc, vous voyez, le terrain vient d'être ouvert au match pour toutes les extrêmes. Ces extrêmes vont pouvoir s'éclater à jouer d'influence, à jouer de lobbying, pour derrière inciter le peuple à prendre position, inciter le peuple ou les peuples à soutenir une partie ou une autre. Sauf que le problème, c'est qu'en Europe, quand on a une partie de notre population qui est musulmane, et que si vous prenez position contre les musulmans, vous voyez le problème ou pas?
Alors, ce que je vous dis là, c'est ce que moi j'observe, qui me semble être des éléments à la réflexion d'une échelle globale de la situation, parce que ça rejoint cette question essentielle de savoir pourquoi, dans quel but, dans quelle raison. Rien n'a été fait, rien n'a été préparé, rien n'a été investi pour limiter la casse de cet événement, pour limiter la casse de cette intervention. Donc c'est qu'on a bien voulu laisser faire, et que de ce laisser faire, on est en train d'instrumentaliser l'événement pour tirer profit et imposer une idée, un principe, une règle, un projet à l'opinion. Quand on voit les images du Hamas, il est évident qu'on ne va pas soutenir le Hamas, parce que la brutalité, la barbarie dont ils ont fait preuve, même en comparaison avec l'éventuelle barbarie qu'on peut trouver ou qu'on peut condamner au sein de l'armée de Tsahal à l'encontre du peuple palestinien, il y a 2 poids, 2 mesures. Et puis, le problème, c'est la frénésie qui émane de certains Palestiniens. Là, dans ce cas-là, j'ai envie de dire, attention, qu'on veuille penser à l'innocence du peuple palestinien, le cul assis entre 2 chaises, j'entends bien. Mais quand des Palestiniens soutiennent les mouvements terroristes contre les intérêts juifs, j'ai envie de dire, on retombe dans la complexité de la chose, que malheureusement la volonté de généralisation, de globalisation, de simplification qu'on est en train de voir actuellement, même médiatiquement, ne peut que nous amener à un principe, un concept de guerre civilisationnelle. Sur ce, nous reviendrons certainement sur les événements parce que pour l'instant, on ne sait pas comment Israël va opérer à Gaza, comme je vous le dis, peut-être finalement liquider l'indépendance, liquider l'aspect autonome de la bande de Gaza et annexer la bande de Gaza au territoire israélien. Donc on en reparlera certainement. Et d'ici là, quand on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous laisse méditer donc sur tous ces éléments. Et on se retrouve très prochainement. Et d'ici là, portez-vous bien.